Le Japon de l'après-guerre est un pays à l'arrêt, mais s'apprête à changer, à tout jamais. Après la défaite de 1945, l'occupation alliée, sous le commandement du général MacArthur, lance une vague de réformes démocratiques radicales. To the Herculean task of rebuilding their devastated nation, the Japanese people themselves brought their native gifts of diligence, industriousness, and persistence. With a devotion that matched that of any people in the world's history, they labored hard to remove the evidences of war from their beloved land. To aid them in this task, the United States brought assistance and encouragement. Japan's new constitution, compiled under American guidance, laid the framework for democracy. It gave the people the right to exercise their sovereignty through their elected representatives. Les portes des prisons s'ouvrent, les prisonniers politiques sont libérés, des lois pro-syndicales voient le jour, et le Parti communiste japonais est légalisé. Ces mesures, destinées à démocratiser le pays, ouvrent une brèche idéologique. Elles catalysent l'émergence rapide de mouvements sociaux et politiques bien plus radicaux que ce que les Alliés avaient imaginé. Dans le chaos de la reconstruction et face à une inflation galopante, le mouvement syndical connaît une croissance sans précédent. En quelques années, le nombre d'adhérents explose, passant de 380 000 à près de 6,7 millions à la mi-1948, soit plus de la moitié de la main-d'œuvre non agricole. Ces travailleurs utilisent massivement leurs nouveaux droits de grève et de négociation collective. Le Parti communiste japonais s'est capitalisé sur cette ferveur. Les employés prennent le contrôle total de leurs usines. Ils accusent les patrons de saboter délibérément la reprise économique et démontrent, souvent en augmentant la productivité, l'inefficacité ainsi que le cynisme de leurs anciens dirigeants. Le printemps 1946 marque l'apogée de ces tensions. Le rassemblement de 70 000 personnes à Hibiya en avril 1946 exige le renversement du gouvernement. Le 1er mai voit près d'1 demi-million de personnes manifester devant le palais impérial. Cette crise se termine par la journée de l'alimentation où l'intrusion sans précédent de manifestants dans l'enceinte du palais défie l'autorité impériale elle-même. Ces tensions politiques frappent directement le secteur culturel, en particulier les studios Toho, piliers du cinéma japonais. L'agitation syndicale déchire le studio. Si une première grève réussit en 1946, les suivantes provoquent un schisme. Près de 450 employés, y compris les talents de premier plan, quittent l'entreprise. Des stars telles que Setsuko Hara, Hideko Takamine et des réalisateurs majeurs démissionnent. Ils fondent la société rivale Shin Toho, soit le nouveau Toho en japonais. Le studio connaît un très rapide succès. Pendant ce temps, la Toho, minée par les conflits, est incapable de produire un seul film complet dans ses propres locaux en 1947. L'apogée de cette guerre interne est atteinte en 1948. La direction de la Toho, décidée à reprendre le contrôle, nomme un anticommuniste convaincu, Tetsuzo Watanabe, et licencie immédiatement 1200 employés. La riposte est violente. Les employés licenciés occupent le studio pendant 6 mois. C'est dans cet environnement de déchirement idéologique que la carrière d'un réalisateur prend un tournant décisif. Né en 1925, il étudie d'abord l'architecture avant que sa passion ne le mène à la Toho. Engagé après la guerre, il travaille pendant 4 ans dans le département de la direction artistique des décors. Il étudie les grands réalisateurs de l'âge d'or du cinéma japonais comme Kinugasa, Naruse et Yamamoto. J'ai participé au grand mouvement de grève, si bien qu'au bout de 4 ans, j'ai été renvoyé de la Toho. Je me suis retrouvé chez moi, sans savoir quoi faire, sans plus pouvoir exercer mon métier. Ironiquement, c'est en étant mis à la porte que son œuvre trouve enfin son propre souffle. Seul et contraint à l'indépendance, Kawamoto se souvient d'une fascination d'enfance pour les marionnettes. Il ne s'agit plus de cinéma de masse,
mais d'artisanat et de survie. Un an après son renvoi, en 1949, il rencontre le journaliste Isawa Tadatsu, un connaisseur de l'animation étrangère. C'est Isawa qui lui montre le rossignol de l'empereur de Chine, du maître tchèque, Jiří Trnka. Ce film m'a bouleversé, au point de me dire que je tenais là le travail de ma vie. Le chemin de Kawamoto est tracé. La rupture avec la Toho le pousse vers une voie artisanale. La révélation tchèque lui offre la technique du stop motion. Il consacre la décennie suivante à apprendre auprès de Tadahito Mochinaga dans l'animation publicitaire, se formant dans l'ombre, en attendant de pouvoir réaliser son pèlerinage et ainsi rencontrer Trnka en 1963. Son choix de se tourner vers l'école tchèque, une forme d'art quasiment inexistante au Japon, est une déclaration. Il cherche une voie artistique personnelle et indépendante, loin de l'agitation et du modèle industriel qui a fait s'effondrer la Toho. 1925, à Tokyo, son destin se dessine dès l'enfance, bercé par les spectacles traditionnels et les poupées que lui confectionne sa grand-mère. Cette fascination précoce pour l'art de la marionnette le guidera toute sa vie. Après des études en artisanat du bois et en architecture, et une brève mobilisation en Mandchourie durant la guerre, Kawamoto entre dans le monde du cinéma au début des années 50. C'est une période foisonnante où il collabore avec des figures majeures du théâtre et de l'animation japonaise. Il réalise des poupées pour des livres illustrés et des publicités, notamment pour la bière Asahi. C'est une révélation. Il comprend que les marionnettes peuvent être un véritable langage poétique. Délaissant le succès commercial qu'il connaît avec sa société Shiba Productions, il décide en 1962 de tout quitter. L'année suivante, en 1963, commence un chapitre décisif de sa vie. Grâce à l'argent obtenu pour l'expropriation de sa maison en vue des Jeux Olympiques de Tokyo, il finance lui-même son voyage en Tchécoslovaquie pour rencontrer son idole Jiří Trnka. Pendant près de 2 ans, il s'immerge dans l'univers du studio de Trnka à Prague, participant même à la production de l'Ange Gabriel et Madame Loa. Ce séjour est une véritable renaissance artistique. Kawamoto y forge son style unique, une synthèse magistrale entre l'animation de marionnettes européennes et l'esthétique des arts classiques japonais comme le No et le Bunraku. De retour au Japon en 1964, il se lance dans une carrière artistique indépendante. C'est le début d'une période de création intense où il réalise ses œuvres les plus emblématiques. Des films comme Le Plieur de fleurs, Oni, Dojoji, Kataku lui valent une reconnaissance internationale et une pluie de récompenses dans les plus grands festivals. Parallèlement, il continue de marquer la télévision japonaise en créant les marionnettes des séries historiques à succès comme Les Trois Royaumes et Le Dit du Heike. Son travail culmine avec la réalisation de son dernier long métrage, le chef-d'œuvre Le Livre des Morts, qu'il achève à l'âge de 80 ans en 2005. Les dernières années de sa vie sont consacrées à la transmission de son art. Il préside l'Association japonaise d'animation, participe à de nombreux festivals internationaux et inspire une nouvelle génération d'animateurs. En 2007, le musée d'art de la poupée Kihachiro Kawamoto ouvre ses portes, un sanctuaire dédié à son œuvre. Kawamoto s'éteint en 2010 à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui un héritage immense. Sous forme de lettres adressées à son ami Misumi-san, Kawamoto documente son pèlerinage vers Prague pour rencontrer le maître de l'animation des marionnettes, Jiří Trnka. Bien plus qu'un simple voyage, ses écrits de 1963-64
retrace l'évolution idéologique et artistique de Kawamoto à l'aube de son œuvre de marionnettiste. Kawamoto utilise ses lettres comme un journal pour consigner ses réflexions, faute d'avoir le courage d'en écrire un le soir après ses longues journées de marche. La lettre du 22 février est principalement logistique, soulignant la nature ciblée et urgente de son voyage. Il insiste pour que toute lettre du studio de Trnka lui soit envoyée de toute urgence à Rome ou à Prague. Il pense déjà à exploiter ses photos de voyage à des fins journalistiques, notamment celles d'un mosaïste à Téhéran en vue d'un article pour Heyboncha. Dès Rome, la tonalité des lettres devient philosophique. La traversée des villes à longue histoire le force à comparer le Japon et à remettre en question ses idées reçues. Il critique des villes comme Rome, qu'il trouve immobiles, et dans laquelle il n'a aucune envie de vivre. Il estime également que Téhéran a perdu tout lien avec le passé. Face à ces capitales écrasées par l'histoire, il réévalue positivement Tokyo. Comparé à une ville comme Rome qui est si vieille qu'elle semble immobile, l'air de Tokyo est incroyablement libre et frais. Il en conclut que le Japon est un pays rare qui a su s'adapter aux dernières tendances sans regret, se délestant de son passé, trouvant ainsi un grand pouvoir d'expression sur le présent. Cette réflexion nourrit directement son projet artistique qui vise à concilier les arts traditionnels japonais comme le No et le Bunraku avec la technique moderne de l'animation. Même si je suis nerveux, mes impressions sont plus fortes et plus difficiles à oublier. L'arrivée à Prague est un choc idéologique qui intensifie son engagement créatif. Il arrive nerveux, sachant qu'il ne pourra pas y aller en touriste irresponsable. La ville est immédiatement une source de désillusion, bien plus lourde que ce qu'il avait imaginé. Il note que l'élément le plus marquant est le manque de liberté, citant une phrase que tout le monde utilise avant de parler. Ne le dites à personne. Il apprend que le pays est un état policier où les Tchèques sont surveillés s'ils se lient d'amitié avec des étrangers, surtout ceux des pays capitalistes. La bureaucratie paralyse ses projets, car son statut est en suspens. L'accès à M. Trnka est long, et voir le studio de l'extérieur sans pouvoir y entrer est une vraie angoisse. Le fait d'être si près et de ne pas pouvoir entrer, très frustrant. J'ai envie d'arracher la peau des gens pour voir ce qu'il y a en dessous. Cette ambiance le pousse à une réflexion critique fondamentale. Il se demande si un art authentique peut naître dans un pays sans liberté. Il conclut qu'il peut tout de même saisir l'essence du pays en se concentrant sur sa nature comique et ses problèmes spécifiques. Le 31 mars, il rencontre enfin Jerry Trnka. L'impression du maître est celle d'une âme très pure, d'un homme taciturne et nerveux, mais sans arrogance. Kawamoto se sent immédiatement en phase. Leur façon de travailler est la même que la nôtre, et je n'ai pas l'impression d'avoir rencontré des Tchèques, mais des camarades. L'environnement oppressant renforce sa conviction que son style unique ne peut être reproduit ailleurs. Je suis de plus en plus certain que mes projets ne sont pas une erreur. Kawamoto obtient un laissez-passer permanent pour le studio. Il analyse le nouveau film de Trnka, La grand-mère cybernétique, qu'il salue pour son traitement de l'inhumanité de la civilisation mécanisée, avec la poésie étrange et unique de Trnka. Il observe que le travail n'est pas différent du sien. Les animateurs travaillent souvent sans feuille de tournage complexe, ce qui le laisse perplexe. Soit cela démontre le champ d'action large de l'animateur, soit une ornation incroyablement avancée. La vraie force du studio réside dans son personnel, composé de maîtres artisans de premier ordre. Ces artisans sont fiers de leur savoir-faire élevé. Impossible à reproduire au Japon où tout le monde veut être un artiste. La projection de ses propres films japonais pour l'équipe du studio est un moment de validation professionnelle, mais aussi une critique sévère. Les Tchèques jugent l'animation de base de son film Rashomon pas très bonne et saccadée. Les Tchèques lui donnent une leçon fondamentale. Le mouvement en animation ne doit pas être une simple imitation humaine,
mais une création visant à l'essence du mouvement qui est à la fois nécessaire et suffisante. Interrogé sur sa direction future, il répond vouloir des œuvres surréalistes, mystiques et symboliques, une voie jugée possible à condition de ne pas imiter les Occidentaux. Les plaintes des artistes tchèques contre les bureaucrates qui contrôlent l'art font nuancer à Kawamoto sa perception du socialisme. Je peux dire que je ne suis plus aussi naïf que de penser que le socialisme serait la solution juste pour faire du cinéma de marionnettes. Il finalise l'adaptation de Hanaori en storyboard. Il note que la découpe des plans et le mouvement de la caméra lui viennent assez naturellement et que ce n'est pas difficile. Il commence également à travailler sur la route de la soie qu'il veut réaliser de manière la plus réaliste possible pour donner l'illusion que les personnages ont réellement existé. Kawamoto visite le studio de Bretislav Požár qu'il trouve plus confortable mais critique son manque de profondeur et de direction claire. Après avoir vu plusieurs films de Požár, il juge que le design n'est pas à la hauteur et le qualifie même de tas d'ordures. Il se rappelle alors de la pensée de Trnka. Avec les films de marionnettes, il est possible de faire des choses mystérieuses ou héroïques. Je sais que les marionnettes ont cette nature originelle. Il finalise le premier jet de son ambitieux scénario, La route de la soie. En novembre, la frustration de Kawamoto face au régime atteint son paroxysme. Je ne peux pas imaginer qu'un grand art puisse naître dans un pays où l'on est traité comme un prisonnier. En mars 1964, Kawamoto rencontre Trnka et lui pose la question fondamentale. Qu'est-ce qu'un film de marionnette ? Trnka lui répond que la marionnette n'est pas un substitut d'un être humain, mais qu'elle est capable de représenter l'archétype de l'être humain et des idées universelles. Trnka loue la tradition du théâtre stylisé et l'usage des masques au Japon, qu'il voit comme des outils pour développer le cinéma de marionnettes. Kawamoto remet son scénario « Les gens qui ont vu le dragon » à Trnka, qui trouve le style complètement différent du sien et le met en garde contre les difficultés du symbolisme dans un contexte international. Le dragon est noble en Asie, mais un symbole du mal en Europe. Trnka propose une coproduction pour La route de la soie, où le studio tchèque filmerait les scènes européennes et le Japon les scènes asiatiques. Il lui conseille de ne pas imiter cette vitesse de travail et lui parle du rythme lent du studio tchèque. Kawamoto voyage en Europe de l'Ouest, trouvant Berlin-Ouest et Paris glamour et éblouissant, mais sans caractère, à l'image de Tokyo. Son voyage se termine par un itinéraire via Moscou, Samarcande, Kaboul et Hong Kong. Il rentre avec la conviction que l'unification du milieu du cinéma de marionnettes au Japon ne pourra commencer que lorsqu'une œuvre de niveau mondial sera créée. Son objectif est désormais clair. Créer des marionnettes de qualité, à la fois traditionnelles japonais et expérimentaux, de manière discrète, avec une petite équipe et un budget limité. Au cœur de son périple tchécoslovaque, un projet d'une ambition démesurée animait Kihachiro Kawamoto jour et nuit, La route de la soie. Plus qu'un simple film, c'était une véritable épopée qui prenait forme dans ses carnets, une fresque historique qui devait s'étendre sur plus de 16 siècles et nécessiter la création d'un millier de marionnettes. Guidé par la bienveillance de son mentor qui lui offrit son soutien et envisagea même une coproduction, Kawamoto élaborera méticuleusement un scénario complet, une œuvre monumentale qu'il espérait porter à l'écran avec l'aide de producteurs internationaux et le soutien de l'UNESCO. Bien que La route de la soie soit resté l'un de ses magnifiques rêves inachevés, le projet infuse chaque page de ses lettres et de ses journaux intimes. Il fut le véritable moteur de son voyage, la quête créative qui a nourri sa vision et façonné l'artiste qu'il allait devenir. Ce film qui n'existe que dans son imagination et ses écrits demeure le témoignage le plus vibrant de la passion et de l'audace qui ont défini cette période charnière de sa vie, une aventure au cœur de l'Europe qui a forgé son art. Il existe un art au Japon qui, depuis plus de 6 siècles, tisse le temps et l'espace en une expérience spirituelle. C'est le No, l'art scénique classique du Japon. Loin d'être une relique du passé, le No est une tradition vivante et dynamique, continuellement affinée par des générations d'artistes. Il est bien plus qu'un simple théâtre,
C'est un art total qui fusionne harmonieusement la musique, le chant, la danse et des arts visuels d'une richesse inouïe, des masques sculptés aux somptueux costumes de soie. Son but n'est pas de raconter une histoire complexe, mais d'évoquer l'essence des émotions humaines. Chaque pièce se concentre sur une unique tranche de vie ou un seul événement de l'existence de son personnage principal, le Shite, explorant sa lutte intime avec le destin. Pour comprendre le No, il faut remonter à ses deux racines ancestrales, la sainteté de l'espace et la magie de la technique. La scène No est un lieu sanctifié, un espace temporairement sacré où le divin est invoqué. Cette dimension spirituelle culmine dans la performance du Okina, une cérémonie sacrée où l'acteur principal, après des rites de purification, enfile un masque blanc et devient, pour un temps, l'incarnation d'un dieu vieillard bienveillant. La magie du No réside dans le pouvoir de transformation de l'acteur. Avant de monter sur scène, dans la salle du miroir, le Shite se confronte à son propre reflet masqué. Par un acte d'autosuggestion et de fusion psychique, il ne joue pas un personnage, il le devient. C'est cette transmutation qui permet au No de naviguer librement entre le monde des vivants et celui des esprits, entre la réalité et le fantasme. La beauté dans le No est une quête qui se déploie en plusieurs étapes, théorisées par le grand maître Zeami. La première est le Hana, la fleur. C'est la beauté visible, l'épanouissement de l'acteur qui, par une maîtrise parfaite de sa technique, captive le public. Au-delà se trouve le Yugen, un concept central, difficilement traduisible. Il désigne une élégance gracieuse et mystérieuse, une beauté profonde et insaisissable qui émane de l'acteur. Zeami l'associait initialement à la grâce des aristocrates de la cour, mais il doit imprégner tous les rôles, même ceux des démons. C'est une beauté qui ne se ressent plus qu'elle ne se voit, une expérience subjective qui transporte le spectateur au-delà de la réalité. Le sommet de cette esthétique est le Rōjaku, la beauté tranquille de la vieillesse. Incarner une personne âgée est, selon Zeami, le véritable mystère de la voix. Il s'agit de transformer la souffrance du passé en une forme de beauté ultime, dépouillée et sereine, symbolisée par une fleur qui s'épanouit sur une branche desséchée. La scène du No est un acteur à part entière. Sa structure ouverte, sans rideau de scène, abolit la séparation entre les artistes et le public, exigeant une participation mutuelle. Son élément le plus frappant est son toit. Il a une triple fonction. Il sacralise l'espace, rappelant ses origines dans les sanctuaires shintoïstes. Il symbolise l'unité du théâtre, englobant acteurs et spectateurs sous un même auvent, définissant l'harmonie architecturale de la scène. Le pont qui mène à la scène, le Hashigakari, n'est pas une simple entrée, c'est un passage entre les mondes, un lieu de transition où les personnages se révèlent progressivement. Au fond de la scène, un pin majestueux est représenté. Ce n'est pas juste pour décorer, mais un symbole de la nature et une présence divine devant laquelle l'acteur joue. 4 piliers délimitent l'espace, servant de repères essentiels à l'acteur dont la vision est limitée par son masque. Enfin, sous le plancher, de grandes jarres en céramique sont enterrées pour amplifier le son des pas et des instruments, transformant la scène elle-même en un instrument de percussion. Privé de l'expression de son visage, l'acteur de No communique par 3 moyens fondamentaux: le masque, le mouvement et le costume. Le masque de No, le Omote, n'est pas là pour cacher mais pour révéler. En niant les expressions faciales de l'acteur, il libère une puissance d'évocation infinie dans l'esprit du spectateur. Le masque n'est pas inexpressif, mais dispose d'une capacité infinie de suggestion. En l'inclinant subtilement vers le haut, l'acteur peut exprimer la joie. En le baissant dans l'ombre, il suggère une profonde tristesse. Il devient ainsi outil de transmission de la conscience, un portail vers l'âme du personnage. Chaque mouvement dans le No est un kata, un modèle codifié. La base est la posture kamae, stable, avec un centre de gravité vers le bas, et le déplacement glissé, le hakobi, où les pieds semblent flotter au-dessus de la scène. L'esthétique du No valorise l'économie, atteindre le maximum d'expression avec le minimum de mouvement. Le véritable intérêt ne réside pas dans l'action, mais dans le ma, l'intervalle, la pause
le silence chargé de tension. C'est dans cette immobilité que réside une éloquence dynamique, où l'acteur immobile danse avec son cœur. Les somptueux costumes, ou Shōzoku, définissent l'identité du personnage. Leurs couleurs et motifs suivent des conventions strictes. Le rouge est réservé aux jeunes personnages, tandis que son absence indique un âge avancé. Les robes opulentes et brillantes du Shite, l'acteur principal, symbolisent son statut de révélation. Mais la plus grande spécificité du No réside dans sa manipulation du temps. Il existe deux grandes formes de pièces. Le Genzai no, ou No phénoménal, se déroule dans le présent, de manière chronologique. Mais la forme la plus emblématique est le Mugen no, le No fantasmal. Ici, le temps et l'espace sont abolis. L'histoire suit souvent un schéma précis. Un prêtre voyageur arrive dans un lieu célèbre. Il rencontre une personne locale qui lui raconte l'histoire du lieu avant de révéler sa véritable identité. Il est le fantôme d'un héros ou d'une héroïne du passé. Dans le second acte, le fantôme réapparaît dans sa forme originelle, souvent dans un rêve du voyageur, pour revivre par le chant et la danse l'instant de sa vie qui le hante encore. Le passé et le présent fusionnent et le temps s'écoule à rebours dans la conscience du public. Le No n'est donc pas un spectacle que l'on regarde passivement. C'est une expérience à vivre, un événement qui demande au spectateur de lâcher prise, d'éteindre sa conscience logique pour accéder à une dimension plus profonde entre rêve et réalité. C'est un art de la rencontre entre le vivant et le fantôme, entre l'acteur et le public, entre le temps présent et la mémoire éternelle. Dans son livre sur le sujet, Komparu Kunio parle du No comme un drame scénique d'images en mouvement, établissant un parallèle fascinant avec le cinéma. Ce lien réside dans une maîtrise conceptuelle de la manipulation du temps et de l'espace. Tout comme un réalisateur utilise le montage, le No monte des scènes directement dans l'esprit du public. Les effets du masque rappellent effectivement le fameux effet Kuleshov, un principe de montage cinématographique qui démontre que le sens d'une image est déterminé non pas par l'image elle-même, mais par celle qui la précède ou la suit, amenant le spectateur à projeter une émotion ou une pensée spécifique sur un plan neutre, par simple juxtaposition. Un voyage de plusieurs jours peut être condensé en quelques minutes de champ narratif, et l'espace peut changer instantanément, passant de la capitale à une province lointaine, simplement par la parole. Plus encore, le No utilise des techniques qui rappellent les flashbacks, en faisant revivre le passé des fantômes dans le temps présent. L'auteur souligne que ces principes de conception sophistiqués sont les précurseurs de nombreuses techniques abstraites du cinéma moderne. Ainsi, le No n'est pas un théâtre de scènes fixes, mais une forme d'art qui, par le symbolisme et la suggestion, crée un flux d'images mentales dynamique. Le bunraku est une forme sophistiquée de théâtre de marionnettes japonais, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Apparu au XVIIe siècle, il combine trois arts distincts pour donner vie à des récits souvent épiques ou tragiques. Les marionnettes ningyo, d'une grande taille, souvent près de la moitié de la taille d'un humain, chaque marionnette principale est manipulée à vue sur scène par trois marionnettistes vêtus de noir. Le premier assistant, Hidari-tsukai, manipule le bras gauche. Le deuxième assistant, Hashi-tsukai, s'occupe des jambes et des pieds. Cette collaboration complexe et parfaitement synchronisée donne aux marionnettes une expressivité et un réalisme saisissant. Un narrateur unique, appelé le Taiyu, déclame toutes les paroles des personnages ainsi que les descriptions narratives. Bien que visuellement très distincts, le théâtre No et le théâtre de marionnettes bunraku partagent un même cœur rythmique, une même structure héritée. Le principe esthétique fondamental du No, le Jo-Ha-Kyu, cette progression en trois temps d'une introduction Jo, d'un développement Ha et d'un final rapide Kyu, ne s'est pas limité à la scène du No. Ce concept s'est diffusé et a servi de modèle à d'autres arts dramatiques japonais, y compris le bunraku. Le lien est d'autant plus direct que le grand dramaturge Chikamatsu Monzaemon a lui-même adopté ce système, et notamment la structure en 5 actes d'Anne du No, pour composer ses propres pièces de marionnettes.
Ainsi, qu'il soit incarné par un acteur masqué ou une marionnette de bois, le drame japonais se déploie souvent selon cette même pulsation, cette même architecture temporelle qui trouve son origine dans la tradition séculaire du No. Le No fait partie intégrante de l'esthétique du cinéma de Kawamoto Kihachiro. Dans le havre de paix d'un monastère, un jeune acolyte se voit confier une mission sacrée par le moine supérieur, veiller sur la beauté éphémère d'un grand cerisier en pleine floraison durant son absence. Mais la quiétude du jardin est bientôt troublée par l'arrivée d'un samouraï et de son serviteur, figure profane désirant s'installer sous l'arbre pour festoyer. L'acolyte, gardien du temple et de ses préceptes, refuse d'abord fermement. Cependant, lorsque l'odeur du saké qu'il transporte, ce nectar enivrant, parvient à ses narines, sa détermination est mise à rude épreuve. Premier film réalisé par Kihachiro Kawamoto après son retour marquant de Tchécoslovaquie en 1968, Hanaori n'est pas seulement une œuvre inaugurale, mais un véritable manifeste artistique. Un court-métrage fondateur où il met en pratique le conseil de son mentor, cesser de regarder l'Occident et puiser dans l'infinie richesse de sa propre tradition japonaise pour forger une œuvre à la portée universelle. Au cœur de Hanaori se niche un conte moral sur la tentation et ses conséquences, entièrement baigné dans un contexte bouddhiste traditionnel. Visuellement, Hanaori est une merveille d'artisanat et d'intelligence esthétique. Kawamoto y déploie une utilisation ingénieuse de la perspective, avec des décors qui évoquent directement le style et la composition des estampes japonaises, l'ukiyo-e. Par ce mélange de techniques, créant des plans à la profondeur stylisée, il ne se contente pas de filmer des marionnettes, il anime une gravure, ajoutant une dimension picturale qui ancre le film de manière indélébile dans un imaginaire traditionnel japonais. Dépouillée de tout superflu et de dialogue, la bande-son est principalement rythmée par de lentes et faibles percussions, qui donnent au film une pulsation discrète, presque organique, laissant les images avec une vraie force poétique. Dans la filmographie de Kawamoto, un univers habituellement dominé par la poésie délicate des marionnettes et le souffle des légendes ancestrales, farce anthropo-cynique surgit comme une anomalie saisissante et provocatrice. Probablement réalisé lors d'un séjour en France, ce court-métrage expérimental dévoile une facette radicalement différente de l'artiste. Celle d'un critique social moderne, presque pamphlétaire, dont les inclinaisons politiques et philosophiques sont ici clairement revendiquées. Loin du Japon mythologique, Kawamoto se fait le témoin acerbe des névroses de la société contemporaine. Là où on pouvait l'attendre sur la finesse des costumes de soie et l'expressivité silencieuse du bois sculpté, Kawamoto nous plonge sans ménagement dans une esthétique heurtée, fragmentée, typique du cinéma expérimental et contestataire des années 70. Ce film tranche violemment avec son style habituel, troquant ses outils de prédilection pour le collage agressif de photographies en noir et blanc, de dessins bruts aux traits nerveux et l'ironie glaciale. Les tickets que vous avez achetés ne sont rien de plus que des rêves, tout comme les poissons des chiens. Messieurs, soyez courageux, en vérité. Le numéro 8 gagne 500 francs et le numéro 12 gagne 300 francs. Ce choix formel n'a rien d'anodin et reprend la structure grinçante de la farce pour mieux exprimer une critique sociale cinglante et sans concession. Le film aborde sans détour des thématiques aussi claires qu'universelles, la manipulation des masses, la course effrénée à l'argent et la cupidité comme moteur des relations humaines. Le microcosme d'un cynodrome, avec son agitation fébrile et ses espoirs factices, devient l'arène où se déploie la grande comédie humaine. La foule est représentée comme une entité crédule et aveuglée, une patte facilement maniable par les promesses de fortune hurlées dans les haut-parleurs. Toutefois, la plus grande force du film réside dans sa dimension profondément ironique, une mécanique satirique qui culmine dans une métaphore visuelle aussi brutale que géniale. Les spectateurs, venus observer la course servile des lévriers, deviennent à leur tour l'objet du spectacle et de l'analyse.
Je vais être très direct dans mes propos. En ce moment, les chiens misent de l'argent sur les membres de l'assistance, ce qui constitue le clou de ce programme et met les chiens au comble de l'allégresse. Voyez d'ailleurs. Et moi, de quel côté vais-je miser? Il est bien évident que ce sont eux qui misent sur moi, comme sur vous tous. Comme ceci. Par cette allégorie puissante, le réalisateur ne se contente pas de critiquer un système. Il expose la déshumanisation de l'individu, devenu bête de course, dans le grand cirque de la consommation. Le Konjaku Monogatari Shū est une grande collection de milliers de contes et de légendes compilés au Japon à la fin de l'époque Heian, probablement au début du XIIe siècle. Chaque histoire commence d'ailleurs par la formule célèbre Imawa Mukashi, soit il y a maintenant longtemps. Cette gigantesque collection est organisée en 3 grandes parties géographiques, reflétant la diffusion du bouddhisme, l'Inde, la Chine, puis le Japon. On y retrouve des histoires variées, des contes bouddhistes sur le karma, la réincarnation et les conséquences de ses actes, des légendes sur les figures historiques, des empereurs, des guerriers samouraïs, des récits peuplés de créatures surnaturelles, comme les démons, les fantômes et les esprits animaux. Le film Oni de Kawamoto fait l'adaptation de l'une des histoires contenues dans ce recueil. Oni, que l'on pourrait traduire par démon, est l'histoire de 2 frères, chasseurs vivant dans les montagnes avec leur vieille mère, très malade et affaiblie par l'âge. Une nuit, les 2 frères décident de s'enfoncer dans les bois pour chasser le cerf. Alors que le plus jeune des frères installe un piège près d'un arbre, une main blanche et pâle, venue d'en haut, l'attrape par les cheveux et le tire. Pris de panique, le chasseur capturé appelle à l'aide, et son frère aîné arrive avec son arc, prêt à tirer. Le tir est difficile, mais le chasseur parvient à sauver son frère en décochant une flèche qui tranche le bras qui le retenait. Les 2 frères examinent le bras amputé et découvrent que c'est un bras de démon. Ils décident de rentrer chez eux et d'emporter le bras. Lorsqu'ils arrivent enfin à la maison, les 2 chasseurs font une découverte choquante. Ils trouvent leur mère blessée, son propre bras ayant été amputé. S'inspirant du folklore japonais ancien, Oni est une fable tragique qui explore principalement le respect craintif des esprits de la forêt et, plus important encore, la peur de la vieillesse. Le film de Kawamoto présente la vieillesse non seulement comme une faiblesse, mais comme une force qui, devenue insupportable, peut posséder les individus et les transformer en démons, prêts à dévorer leurs propres enfants. Ce traitement est directement lié au thème de la souffrance, issu de l'étude de Kawamoto de la philosophie bouddhiste. Le film souligne que la transformation d'une mère n'est pas volontaire, mais une possession qui la déshumanise, pouvant être vue comme un commentaire sur la dégénérescence mentale. Kawamoto ne fait pas que re-raconter d'anciennes histoires, mais y ajoute ses propres idées, ses propres réflexions, ses propres névroses. Les marionnettes et les décors semblent sortis d'une estampe ancienne. Ce sont les outils parfaits pour raconter cette histoire. L'animation, et en particulier la marionnette, existe dans un entre-deux. Ce n'est pas la réalité, mais ce n'est pas non plus un simple dessin. Une marionnette a une présence physique, mais aussi fondamentalement symbolique. La marionnette de Kawamoto fonctionne en essence comme un masque total. Son visage sculpté, comme le masque Omote du No, est fixe. Incapable de changer d'expression, l'émotion n'est donc pas montrée par une mimique, mais suggérée par d'autres moyens. Alors que l'acteur de No utilise ses mouvements codifiés, les katas, et de subtiles inclinaisons de la tête pour jouer avec la lumière et l'ombre, Kawamoto utilise les gestes délibérés de l'animation stop-motion, les poses chargées de tension et les angles de caméra. Dans les 2 cas, ce visage statique devient un puissant écran de projection pour le spectateur. À la manière d'un effet Kuleshov, nous projetons la terreur ou la culpabilité du personnage sur ses traits figés, en nous basant uniquement sur le contexte et l'action. En fin de compte, Kawamoto utilise cette histoire vieille de 1000 ans
pour nous raconter une vérité psychologique intemporelle. Les démons les plus terrifiants, les plus implacables, ne sont pas toujours ceux qui se cachent dans les forêts sombres, mais sont ceux qui nous hantent, ceux que nous pouvons devenir. Travel, ou Tabby, sorti en 1973, juste un an après son précédent film, marque une rupture stylistique radicale dans le travail de Kawamoto. Là où Oni utilisait des marionnettes texturées et un éclairage dramatique rappelant le No et le Bunraku, Travel abandonne la marionnette pour une technique d'animation en papier découpé, le Kirigami. Le résultat est un court-métrage de 12 minutes à l'esthétique complètement différente. C'est une œuvre surréaliste, psychédélique, qui évoque bien plus les collages de Max Ernst, les paysages de Salvador Dali ou les perspectives impossibles de Escher que les estampes japonaises. Le film quitte également le Japon médiéval pour le monde contemporain. Il suit une femme japonaise qui rêve d'un voyage en Europe. Mais ce voyage physique se transforme très vite en voyage intérieur, un trip au sens psychédélique du terme, qui se révèle être un véritable cauchemar. Travel est une illustration directe du concept bouddhiste de la vie de souffrance. Le film est une allégorie des 8 souffrances décrites par le Bouddha. La naissance, la vieillesse, la maladie, la mort, être séparé de ceux que l'on aime, devoir rencontrer des gens que l'on déteste, ne pas obtenir ce que l'on désire, et les souffrances du corps et de l'esprit. Le voyage de la protagoniste la confronte à ces souffrances sous des formes symboliques. Elle croise même des tanks et une scène d'auto-immolation, une référence directe à l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968. Travel est une œuvre très personnelle, ouvertement philosophique. C'est une exploration des angoisses modernes et de la condition humaine à travers un prisme bouddhiste, utilisant une esthétique surréaliste européenne pour décrire un voyage spirituel profondément oriental. Après les démons médiévaux de Oni et le voyage psychédélique de Travel, Kihachiro Kawamoto change à nouveau radicalement de registre. En 1974, il réalise A Poet's Life, Shijin no Shougai. Comme dans son film précédent, Kawamoto utilise la technique du kirigami, le papier découpé. L'esthétique est brute, sans fioriture. Ce monde est un monde sans relief, sans espoir. Kawamoto quitte les légendes anciennes pour adapter le célèbre dramaturge Kobo Abe. Le film est une parabole sociale d'une grande noirceur. C'est l'histoire d'un ouvrier dans une ville industrielle, licencié pour avoir osé se plaindre des conditions de travail. Il vit avec sa vieille mère, qui s'use les doigts sur un rouet grinçant pour survivre. Le film bascule dans un fantastique terrifiant. La mère n'est pas seulement exploitée par la machine, elle est littéralement consommée par elle. Épuisée, elle se transforme en fil de coton, avant de disparaître complètement. Son humanité a été réduite à une matière première. Une voisine récupère ce fil et tricote un pull, mais ce n'est pas un pull ordinaire, mais un pull représentant symboliquement
la souffrance et l'aliénation. Le fils enfile le pull, le linceul de sa mère. Et alors que la neige tombe, il a une révélation. Il voit alors dans les flocons les voix provenant des rêves de l'esprit et de l'espoir des pauvres. Il se saisit d'un crayon et se met à écrire. Il est devenu poète. Face à un système qui broie les corps, la seule forme de salut, la seule résistance que Kawamoto et Abe semblent proposer, c'est l'art. C'est le pouvoir de donner une voix à la souffrance de ceux que l'on n'entend plus. En 1976, le réalisateur revient à son style de prédilection pour s'inspirer une nouvelle fois du théâtre No. Doujouji est l'adaptation en marionnette de l'une des pièces les plus célèbres et les plus complexes de tout le répertoire No. C'est, à bien des égards, l'une des œuvres les plus ambitieuses de Kawamoto, une fusion parfaite entre sa maîtrise de l'animation et sa compréhension profonde du théâtre classique. Le film est un Mugen no, un no fantasmal, dans sa forme la plus pure. Il suit également le schéma classique. Un prêtre voyageur arrive dans un lieu célèbre. C'est le Waki, le personnage secondaire, l'être du monde terrestre, avec ses tissus mat et sombres. Il y rencontre une femme, le Shite. Kawamoto la part d'un somptueux costume rouge, la couleur de la jeunesse et de la passion. Une robe opulente et brillante, qui symbolise son statut de révélation. La femme tombe amoureuse du prêtre, qui lui ment pour s'échapper. C'est l'instant de sa vie qui le hante, l'événement qui va se rejouer. C'est ici que Kawamoto utilise la marionnette comme un masque de No. Le visage de la femme est fixe, mais il a une capacité infinie de suggestion. Quand le prêtre la trahit, sa passion se mue en rage. C'est la magie de la technique du No, poussée à son paroxysme. La marionnette de Kawamoto se transforme littéralement. La femme, consumée par la rage, devient un démon serpent. Et pourtant, comme le voulait le maître Zeami, même ce démon doit posséder le Yugen. Sa forme de serpent n'est pas juste monstrueuse, elle est terrifiante, mais elle conserve une élégance gracieuse et mystérieuse. C'est un film qui abolit le temps, qui navigue entre le monde des vivants et celui des esprits, et qui prouve que l'animation de marionnettes entre les mains de Kawamoto est l'héritière la plus fidèle de l'art du No au cinéma. Trois ans après la création de Doujouji, Kawamoto pousse encore davantage la fusion entre l'animation et le théâtre No. En 1979, il crée House of Flame. Une fois de plus, il adapte une pièce majeure du répertoire, Motomezuka, un No fantasmal. La structure est encore là. Un prêtre voyageur, le Waki, arrive dans un lieu célèbre, le théâtre de la quête. Il y rencontre le Shite, le personnage principal. Ici, le fantôme d'Unnai Otome. La beauté du Shite est celle du Yugen, une élégance gracieuse et mystérieuse, qui selon le maître Zeami, doit imprégner tous les rôles. Elle lui raconte son histoire, l'instant de sa vie qui la hante. C'est sa lutte intime avec le destin, animée de deux hommes, incapables de choisir sans en blesser un, elle a choisi la mort. Mais le drame du No, c'est que la mort n'est pas la fin. Dans le second acte, le passé et le présent fusionnent. Le fantôme réapparaît dans sa forme originelle, pour revivre son tourment. Unnai Otome s'est suicidé, un acte interdit par le bouddhisme qui la condamne à l'enfer. Self-Portrait, sorti en 1988, est un court-métrage très bref et fascinant. C'est un film expérimental
créé dans le cadre d'un projet international plus large, initié par l'Association internationale du film d'animation, où différents animateurs de renommée mondiale ont été invités à créer de très courts autoportraits animés. D'autres grands noms, comme celui d'Osamu Tezuka, y ont également participé. Le film est une métaphore plutôt évidente de la lutte de l'artiste avec sa propre création. La création artistique n'est pas un processus paisible où l'artiste domine simplement son matériau. C'est un combat. La création a sa propre volonté. Elle résiste, elle peut se transformer en démon, et même menacer de transformer l'artiste lui-même. C'est un autoportrait qui dépeint l'artiste non pas comme un dieu tout-puissant, mais comme quelqu'un engagé dans une lutte constante avec son art. Un art qui peut être à la fois sublime et monstrueux. En 1988, après avoir exploré les enfers du No et ses propres démons créatifs, Kihachiro Kawamoto se tourne vers un horizon différent. Fini le Japon médiéval, il nous emmène dans la Chine ancienne, avec To Shoot Without Shooting, Fusha no Sha. Ce film est une coproduction avec les studios de cinéma d'art de Shanghai. C'est une œuvre d'une grande sénérité philosophique. Il est basé sur une nouvelle de l'écrivain Atsushi Nakajima, elle-même inspirée d'une ancienne parabole taoïste. Un jeune homme obsédé par une seule idée, devenir le plus grand archer du monde. Il étudie sous un premier grand maître et se consacre corps et âme à la technique. Il devient techniquement un archer parfait, capable de transpercer le cœur d'un pou. Mais son maître lui avoue qu'il n'est pas encore le meilleur. Le seul véritable maître est un vieil homme nommé Ganyo, qui vit reclus au sommet d'une montagne. Kancho, plein d'arrogance, trouve le vieillard et fait une démonstration incroyable de son habileté. Le vieil homme ne dit rien et l'emmène au sommet d'une falaise vertigineuse. De là, il lève les mains, comme pour bander un arc invisible, et un oiseau en plein vol tombe du ciel, foudroyé. Le vieil homme lui enseigne que se concentrer sur les objets, l'arc, la flèche, la cible, c'est rester prisonnier de la simple technique et de l'acte de tuer. La maîtrise ultime, lui révèle-t-il, c'est d'être en harmonie totale avec l'univers. Quand il revient chez lui, c'est un homme transformé. Si serein que personne ne peut deviner son art, il a atteint l'illumination, l'art ultime de tirer sans tirer. Ce film prolonge les velléités philosophiques de Kawamoto. C'est un sublime conte taoïste sur le dépassement de l'ego et de la technique. Mais c'est aussi, en cette fin de guerre froide, un puissant message pacifiste. La véritable maîtrise n'est pas savoir comment détruire, mais atteindre un état spirituel où l'arme elle-même n'a plus aucune raison d'être. が、その名前もその用途も思い出せない。騎将は尋ねた。これは何という品物で、また何に用いるのかと。主人は冗談と思ってとぼけた笑い方をした。老名人は真剣になって再び尋ねる。主人は客の心を測りかねている。すでに津とに社を離れた老名人の心は澄み切った平和が支配していた。En 1990, Kawamoto se tourne cette fois vers le folklore occidental avec le conte de la Belle au bois dormant. Il en fait une relecture sombre, psychanalytique et freudienne, bien loin du conte de fées traditionnel. L'esthétique est profondément européenne, un hommage vibrant à l'animation d'Europe de l'Est. Le film ne commence pas avec la malédiction, mais avec la princesse qui, le jour de ses 15 ans, découvre le journal intime de sa mère. Elle y lit l'histoire d'un amour de jeunesse, un amour qui a mal tourné. La malédiction n'est plus un sort magique jeté par une fée. C'est un traumatisme générationnel, un secret de famille. 日記には母の恋の秘密が記されていました。
戦いに行かなければならなくなったこと、一対になった十字架の一つを若者に送ったこと。La princesse ne tombe pas dans le sommeil par accident. Elle cherche activement cet homme et, dans une scène métaphorique, sacrifie sa propre innocence pour expier la transgression de sa mère. La princesse ne tombe jamais vraiment dans un sommeil magique. Elle n'est pas sauvée par un baiser. Le film se concentre entièrement sur la psyché féminine, sur la façon dont une fille hérite des traumatismes de sa mère et doit y faire face. En Tchécoslovaquie, Kawamoto avait appris de son maître une leçon fondamentale. Il loue la tradition japonaise du no et des masques et lui conseille de ne pas imiter, mais de puiser dans sa propre culture. Et c'est bien ce conseil qu'il a suivi jusque-là. Mais en 1990, près de 30 ans après son pèlerinage, Kawamoto Kihachiro, désormais un maître mondialement reconnu, retourne à Prague. Il retourne dans le studio même de son mentor, il n'est plus l'étudiant nerveux, il est le maître invité. Ce film est son hommage ultime, son cadeau d'adieu à Trnka et à ses artistes tchèques qu'il vénérait. C'est le film européen qu'il ne pouvait pas faire en 1963, car il devait d'abord devenir lui-même. C'est d'une certaine manière cette coproduction que Trnka lui avait proposée pour la route de la soie, enfin réalisée. Non pas comme un projet inachevé, mais comme le salut d'un maître à un autre. 今、私が幸せかとおっしゃるのですか？二人は一生幸せに暮らしましたと物語は言っているのですもの。ええとお答えするのが礼儀ではないかしら。En 2005, après une longue absence, Kihachiro Kawamoto réalise son Chant du Cygne, son grand film, Le Livre des Morts, Shisha no Sho. C'est son deuxième et dernier long métrage, l'aboutissement de toute une vie de réflexion sur l'art, la mort et la spiritualité. Le film est basé sur le roman du même nom de l'éthologue Shinobu Horiguchi. L'histoire se déroule au Japon durant la période Nara au 8e siècle, au moment charnière où le bouddhisme venu de Chine commence à infuser la culture japonaise. Hilatsume est une jeune femme de la haute noblesse du clan Fujiwara. 太宰府のお父上から送ってこられたお経にござりまする。この大和の大寺という大寺にもまだ一部もないものだそうにござります。D'une dévotion intense, elle passe ses journées à copier les sutras bouddhistes. Elle est saisie par une vision, une silhouette radieuse qu'elle prend pour Bouddha lui-même, apparaissant au-dessus des pics jumeaux du mont Takami. Obsédée par cette vision, elle s'enfuit de sa demeure pour rejoindre la montagne. Elle arrive dans un temple où elle apprend que la vision n'est peut-être pas celle du Bouddha. 様はご存知おざるまい。でも聞いてみる気はおありかい？お生まれなさる前の世からのことを、それを知った乳母でおざるがや。飛ぶ鳥の飛鳥の都に、諸越の唐歌もこの国で初めてお作りになったと申し伝えられる御方。この大津の巫女様が、Ce serait le fantôme du prince Otsu, un prince exécuté 50 ans plus tôt dans une intrigue de cour et dont l'âme erre, tourmentée entre ce monde et l'autre. Le film devient alors un pur Mugen no, une rencontre entre le vivant et le fantôme. Mais ce n'est pas une histoire de terreur, comme Oni, c'est une histoire de salut. Le prince est attaché à ce monde par le souvenir d'une femme, ancêtre de Hilatsume, dont il a croisé le regard juste avant sa mort. Hilatsume, dans sa pureté et sa dévotion, confond le fantôme avec le divin. Une connexion se noue entre leurs deux âmes. C'est un film sur la compassion. C'est l'idée bouddhiste fondamentale au cœur de ce film, que les âmes des morts, amis ou ennemis, ont besoin d'être apaisées. En confondant le fantôme et le Bouddha, Hilatsume, par sa dévotion, accomplit l'acte de compassion ultime. Elle tisse pour lui le mandala taima, une tapisserie sacrée lui offrant le repos et permettant enfin à son âme de trouver la paix. Avec cet ultime film, Kawamoto est au sommet de son art.
les marionnettes sont d'une expressivité inégalée, combinant l'esthétique du No, la richesse du bunraku et la fluidité acquise par des décennies de pratique. Ce film est une prière. C'est l'acte final d'un artiste utilisant son art, la marionnette, pour accomplir un rituel de guérison, unissant le passé et le présent, le sacré et le profane, en apaisant les fantômes du monde. 音もなく立ち去るのを気づく者は一人もなかった。まして振り返ったイラつめの方の上に細く伝うもののあったのを知る者のあるはずがなかった。La postérité de Kihachiro Kawamoto est immense, mais elle est aussi double, presque paradoxale. Il n'occupe pas la même place dans l'imaginaire collectif qu'un Hayao Miyazaki, mais son influence est tout aussi fondamentale. Il n'est pas une figure grand public, mais dans le monde de l'animation d'art, c'est un géant. Il a prouvé au monde de l'animation que la marionnette n'est pas un simple art mineur pour enfants, mais un médium capable d'explorer le karma, la terreur psychologique, le désir et la philosophie existentielle. Ces films comme Oni, Dojoji et House of Flame ont triomphé dans les plus grands festivals, d'Annecy à Zagreb, et son œuvre est devenue une pierre de touche pour des générations d'artistes indépendants. Au Japon, sa postérité est encore plus complexe. D'un côté, il est une figure institutionnelle centrale, aux côtés de son ami et rival Tadanari Okamoto, avec qui il a collaboré étroitement dans les années 70 pour produire le Puppet Anima Show, une série d'événements itinérants combinant des projections de leurs films respectifs et des spectacles de marionnettes en direct. Il a créé un espace pour un cinéma personnel, loin des impératifs commerciaux des grands studios. Son importance est telle qu'il a succédé à Osamu Tezuka à la présidence de l'Association japonaise d'animation en 1989, ce qui le place comme une conscience morale et artistique pour toute l'industrie. Mais c'est là qu'intervient le paradoxe. Si le grand public japonais ne le connaît pas forcément, des millions de Japonais connaissent son travail par cœur, souvent sans même savoir son nom. Kawamoto fut le créateur et le concepteur de marionnettes pour 2 séries télévisées historiques monumentales de la chaîne nationale NHK, Sangokushi, la romance des 3 royaumes, dans les années 80, et Heike Monogatari, le dit du Heike, dans les années 90. Ces séries furent des événements culturels majeurs. Ainsi, la postérité de Kawamoto n'est pas celle d'un géant commercial, mais celle d'un pilier fondamental. Au Japon, il était un défenseur de l'indépendance artistique et secrètement l'artisan qui a peuplé l'imaginaire populaire de ses créations les plus célèbres. Un statut rare, confirmé par l'existence d'un musée qui lui est entièrement dédié dans la ville de Lida, à Nagano.